Sur une planète connue sous le nom de Mer-Monde, la lignée royale a régné pendant des milliers d'années, mais finalement leur soif de pouvoir les a poussés à tout consommer dans leur monde. Ils décidèrent d'envoyer leurs armées à la conquête d'autres planètes et d'étendre leur empire jusqu'au jour où le roi et la reine furent assassinés. Les planètes conquises voulaient profiter de cette occasion pour déclencher une révolution, alors le sénateur Balisarius s'est manifesté et s'est déclaré nouveau régent. Il envoya alors ses soldats les plus brutaux pour écraser tous les rebelles sans pitié. Sur une planète appelée Velt, une petite colonie des agriculteurs vaque à ses tâches quotidiennes lorsqu'ils aperçoivent soudain un vaisseau impérial dans le ciel. Cora est une orpheline de guerre et le reconnaît immédiatement, alors elle se précipite pour sonner la cloche de la ville pour avertir tout le monde. Le chef du village Sindri rassemble les habitants pour discuter de la marche à suivre et le fermier Gunnar pense qu'il devrait accueillir les soldats car ils achèteront leur grain au triple du prix qu'ils proposent en ville. Cora est immédiatement en désaccord, expliquant que l'Empire prend tout ce dont il a besoin par la force et ne laisse derrière lui que la destruction. Une dispute s'ensuit, mais avant qu'ils puissent parvenir à une conclusion, les navires de l'Empire débarquent près du village. L'amiral Noble rencontre Sindri avec une étreinte et explique qu'il recherche un groupe rebelle dirigé par les frères et sœurs Bloodaxe, mais son armée a besoin de nourriture. Sindri ment et lui dit que leur sol ne produit pas beaucoup, donc le village n'a que de quoi se nourrir. Noble ne le croit pas et fait remarquer que tout le monde a l'air en bonne santé et bien nourri, alors Gunnar intervient et donne une explication. Il essaie de dire à l'amiral que Sindri essayait seulement d'économiser de la nourriture pour l'hiver afin de protéger le village, mais il est prêt à en vendre à Noble à un bon prix. Furieux d'avoir été trompé, Noble attrape sa canne et se met à battre Sindri jusqu'à la mort. Lorsque la femme de Sindri tente de l'approcher, un garde utilise une lame brillante pour la tuer également. Noble annonce alors qu'il reviendra dans 10 semaines pour rassembler toute la récolte, sans se soucier de savoir s'il reste quelque chose pour les villageois. Noble et les navires partent ensuite, mais un petit groupe de soldats dirigés par Fonu reste pour surveiller les choses. Alors que certains soldats expulsent les villageois du bâtiment qu'ils veulent récupérer, le soldat Harris active Jimmy, un robot qui servait autrefois le roi. Après la mort des membres de la famille royale, tous les robots ont déposé leurs armes et ont refusé de se battre, alors les quelques-uns qui restent d'otages subalternes. Alors que Jimmy aide les soldats à porter leurs affaires, Marcus décide de tester les rumeurs et commence à tirer sur le robot, qui tombe au sol et ne se défend jamais. Harris intervient pour arrêter Marcus et est presque tué, mais Fonu les arrête tous les deux et les envoie travailler. Il s'assure également que Jimmy ne fonctionne pas mal et l'envoie laver la boue. Au bord de la rivière, Jimmy se lave le visage et Sam s'approche de lui, qui se lie d'amitié avec le robot et écoute son histoire. Jimmy explique que Sam lui rappelle la princesse de l'Empire, qui a été tuée avec ses parents par les traîtres. Sam lui dit que la princesse vit en lui et offre à Jimmy une couronne de fleurs, ce qui active quelque chose en lui. Pendant ce temps, à la mairie, les villageois discutent de ce qu'il faut faire ensuite et concluent qu'ils doivent travailler dur pour prouver que leur récolte est précieuse, de cette façon l'Empire ne les tuera pas afin qu'ils puissent continuer à produire de la nourriture. Frustrée parce que personne n'entend ses avertissements, Cora commence à emballer ses affaires pour partir. Elle est prise en flagrant délit par Hagen, l'homme qui l'a trouvée lorsque son vaisseau s'est écrasé sur cette planète il y a 2 ans. Hagen pense que Cora devrait faire équipe avec les rebelles et protéger le village, mais Cora refuse, disant qu'ils n'ont aucune chance de gagner et que ce ne serait qu'un massacre. Le soir, Marcus et 2 autres soldats kidnappent Sam pour que toute l'équipe puisse l'utiliser. Cora entend ces cris, mais elle se rappelle de ne pas s'impliquer. Harris prend la défense de Sam et parvient à frapper quelques hommes, mais ils sont trop nombreux et il le maîtrise immédiatement. Bientôt Fonu arrive et déclare qu'il veut Sam, mais il est interrompu par Cora, qui a apporté une hache. Fonu envoie ses hommes à sa poursuite et au début, Cora fait semblant de se rendre, mais se déplace soudainement rapidement et abattre 2 soldats en quelques mouvements seulement. Il semble que Cora ait une grande expérience du combat et n'ait pas beaucoup de problèmes à affronter un groupe de soldats, en utilisant leurs propres armes pour les attaquer et même en jetant de la terre pour créer une distraction. Un par un, Cora bat les soldats avec des tirs précis ou des coups de couteau sauvage, et lorsqu'un homme est sur le point de lui tirer dessus, Harris tue le gars en premier. Marcus tente alors d'ouvrir le feu sur elle, mais Cora le désarme rapidement et saute sur lui pour lui tirer une balle dans la tête. Cora et Harris peuvent désormais faire équipe pour encercler Fonu, mais ils gardent Sam sous la menace d'une arme et ils ne peuvent pas réagir. À ce moment-là, Jimmy apparaît et Fonu lui ordonne de tuer les rebelles, mais alors que Jimmy prend une arme, il regarde Sam et tue Fonu à la place. Jimmy s'enfuit ensuite et les habitants de la ville arrivent juste à temps pour voir Cora tuer un soldat qui était encore en vie. Elle annonce qu'elle les aidera à se battre, mais elle devra d'abord rassembler plus de soldats. Dans le passé, Gunnar a vendu une partie de leur récolte aux rebelles, il l'emmènera donc en ville pour rencontrer son contact. Avant de partir, Hagen donne à Cora l'arme spéciale qu'il avait trouvée sur son navire. Cora et Gunnar chevauchent un moment et s'arrêtent la nuit pour camper, alors Cora profite de l'occasion pour partager son histoire. Quand elle avait 9 ans, une armée impériale dirigée par Balisarius a attaqué sa planète natale, provoquant la mort et la destruction dans tous les coins. Son peuple avait essayé de se battre, mais cela n'avait fait que rendre Balisarius plus violent. Un soir, Cora réussit à voler une arme et fut retrouvée par Balisarius, qui s'approcha pour la narguer. Cora était trop jeune et ne pouvait pas se résoudre à tuer quelqu'un, alors Balisarius a tué sa famille et l'a kidnappée pour la prendre sous son aile. Au cours des années suivantes, Cora fut formée à la culture du monde mer et devint membre de leur armée. Les supérieurs encourageaient leurs soldats à trouver un amant afin qu'ils aient quelque chose de plus pour lequel se battre, et Cora a perdu le sien pendant la guerre. Dévastée, Cora s'est battue si durement pour se venger qu'à 18 ans, elle était déjà devenue commandante. Toutes ces années, Cora n'était qu'un autre pion de leur lavage de cerveau et elle a détruit des milliers de villes au nom des mêmes personnes qui ont tué sa famille. Le lendemain, Cora et Gunnar arrivent en ville et sont bouleversés de découvrir que des chasseurs de primes ont capturé le contact de Gunnar. Gunnar n'a pas d'autre moyen d'atteindre les rebelles, alors Cora conclut qu'ils devront d'abord trouver le légendaire général Titus, puis rechercher les rebelles. Le duo entre alors dans une taverne, où un extraterrestre dégoûtant pense que Gunnar est l'esclave de Cora et tente de l'acheter, dépassant ainsi les bornes et allant trop loin. Cora essaie de lui dire de partir et le gars devient agressif, alors elle le maîtrise immédiatement et le jette contre une table. L'extraterrestre s'enfuit rapidement tandis que le mystérieux Kai observe depuis l'ombre. Soudain, Cora annonce qu'elle recherche Titus, espérant que quelqu'un pourrait avoir des informations. Un petit extraterrestre utilise un corps humain pour parler et informe Cora que Titus se bat dans le Colisée sur une planète appelée Pollux. Cela signifie qu'ils auront besoin d'un navire pour y aller. À ce moment-là, l'extraterrestre dégoûtant revient avec 3 gardes du corps en quête de vengeance. Une fusillade éclate immédiatement et les gens de la taverne courent se cacher tandis que Cora échange des coups de feu avec les gardes du corps, courant partout pour les tuer un par un. Gunnar essaie de combattre l'extraterrestre mais ses coups ne font pas grand-chose, heureusement Cora renverse l'extraterrestre avant qu'il ne puisse tuer Gunnar. Puis elle.
se retourne pour tuer le dernier garde du corps et l'extraterrestre essaie de l'attaquer par derrière, mais Kai intervient et lui tire dessus en premier. Ensuite, Kai vide les poches des morts et propose son navire pour emmener le duo à Pollux, acceptant le peu d'argent qu'ils ont à offrir. Lorsqu'ils décollent, Kai leur dit qu'il connaît un guerrier qui pourrait les aider, alors ils acceptent de s'arrêter d'abord sur une autre planète. Gunnar n'a jamais quitté son monde auparavant et est étonné de voir le vaisseau voler dans l'espace. Pendant ce temps, dans le vaisseau principal de l'Empire, Noble fume en connectant le tuyau directement à son corps. Un soldat vient informer que les chasseurs de primes ont capturé un informateur, alors Noble lui ordonne de lui amener le gars puis retourne auprès de son amant tentaculaire. Quelque temps plus tard, le groupe de Korra arrive à Neodi et rencontre l'éleveur Hickman, qui possède un esclave appelé Tarak. Dans le passé, Tarak a également combattu l'Empire, mais il a été capturé et réduit en esclavage. Il aimerait se battre à nouveau, mais il doit beaucoup d'argent à Hickman pour sa liberté. À ce moment-là, Hickman propose un pari, si Tarak parvient à apprivoiser une bête connue sous le nom de Vénus, il est autorisé à partir, s'il n'y parvient pas, Korra et les autres doivent également devenir ses esclaves. Ils acceptent le pari et Tarak s'approche du Vénus, qui secoue violemment son corps en essayant de se débarrasser des chaînes. Tarak s'agenouille pour montrer qu'il ne veut faire aucun mal et parle dans sa langue maternelle, disant au Vénus qu'ils se ressemblent parce qu'ils ont tous deux été emmenés de chez eux pour être enchaînés. Avec des mots amicaux, il parvient à créer un lien avec le Vénus et après avoir partagé un doux contact, Tarak libère la bête de ses chaînes pour ensuite la chevaucher. Ils partent en vol ensemble mais le Vénus a du mal à s'habituer à avoir un cavalier, alors il s'écrase presque contre des rochers à plusieurs reprises. À un moment donné, Tarak tombe au bord d'une falaise, mais il récupère rapidement et fait un grand saut pour atterrir à nouveau au sommet du Vénus. Ils peuvent désormais voler plus facilement et bientôt, ils retournent au ranch sans problème. Tarak est autorisé à partir avec le groupe et un Hickman suffisant essaie également de monter le Vénus, mais la créature le jette et le tue avec ses griffes. Korra est impressionnée par Tarak alors Kai propose de l'emmener voir d'autres guerriers qui pourraient l'aider. Quelques instants plus tard, ils arrivent à Dagu et rencontrent la maîtresse d'épée Némésie, qui doit d'abord terminer une mission personnelle. Elle poursuit Armada, un extraterrestre ressemblant à une araignée dont les enfants ont été tués par l'Empire et qui a kidnappé un enfant humain en quête de justice. Némésie essaie de la raisonner, lui expliquant qu'elle a également perdu ses enfants à cause de l'Empire, mais Armada refuse de l'écouter et tente de l'attaquer. À l'aide de ses épées, Némésie esquive ou bloque toutes les jambes d'Armada et en coupe même une pour lui faire lâcher l'enfant. Alors que Gunnar sauve la jeune fille, Armada parvient à renverser Némésie pour ensuite la poignarder au bras. Cependant, Nemé a des gantelets mécaniques pour pouvoir encore bouger et couper une autre jambe. Armada la renverse à nouveau puis tente de tuer Gunnar et l'enfant, mais Némésie la poignarde à l'arrière avant d'utiliser ses gantelets pour mettre le feu à ses lames. Alors qu'elle glisse sur le sol, Némésie frappe le corps d'araignée d'Armada puis poignarde son torse humanoïde avec ses deux épées en même temps. Ensuite, Némésie rejoint le groupe et ils repartent. Gunnar et Korra partagent un autre moment et elle décide de lui en dire un peu plus sur elle-même. Étant la fille adoptive de Balisarius, elle vécut une vie privilégiée et devint bientôt membre de la garde royale. Elle était chargée de protéger la princesse, qui avait le pouvoir unique de ramener les êtres à la vie. À ce jour, Korra se sent toujours coupable de ne pas avoir pu la sauver le jour de l'attaque. Quelque temps plus tard, le groupe arrive à Pollux et visite l'arène, où des dizaines de guerriers meurent chaque jour. Le général Titus est dans un état horrible et ils doivent le traîner à l'intérieur pour prendre une douche, mais il proteste pendant tout le processus. Titus était un commandant du vieux roi, mais il tomba dans une profonde dépression lorsque son armée fut prise en embuscade et que tous ses hommes furent tués parce qu'il essayait de se rendre. Au début, il ne veut pas se battre, mais il change d'avis lorsque Korra lui offre la chance de se venger. Pendant ce temps, les chasseurs de primes amènent le contact rebelle à Noble, qui promet de le laisser partir en échange d'informations. Le gars explique que les frères et sœurs Blueback sont sous la protection du roi le Vitica à Charan, puis Noble le tue. Quelques instants plus tard, l'équipe de Korra arrive à Charan et rencontre le roi le Vitica, qui accepte d'organiser une rencontre avec les rebelles. Bientôt, les frères et sœurs Blueback arrivent avec leur armée rebelle et Korra leur raconte leur combat, admettant que les chances de gagner sont faibles mais soulignant également que son peuple les a toujours nourris, donc le moins qu'ils puissent faire est de les défendre. Le frère d'Arian accepte d'aider et s'approche ensuite de son armée, prononçant un discours chaleureux pour demander des volontaires. Quelques rebelles acceptent volontiers de l'accompagner. Ensuite, le groupe part avec ses nouveaux alliés, et Kai dit qu'il a été tellement inspiré par eux qu'il veut les aider à se battre. Il lui reste cependant quelques cartons à livrer, alors Korra accepte de s'arrêter une dernière fois avant de rentrer chez lui. Peu de temps après le départ du groupe, Noble et ses hommes trouvent le Vitica et détruisent son royaume. Le Vitica refuse de coopérer, alors Noble le tue avec sa canne. Alors que l'armée finit de faire exploser la zone, Noble reçoit un message lui indiquant où trouver les rebelles. Quelques heures plus tard, l'équipe arrive à Gondival et Kai a déchargé la cargaison sur un pont. Korra le regarde interagir avec les locaux et sent que quelque chose ne va pas quand soudain, un vaisseau spatial caché de l'Empire ouvre le feu et fait tomber la plupart de leurs vaisseaux. Puis un groupe de robots tend une embuscade à l'équipe et la plupart d'entre eux sont capturés tandis que Kai révèle ses véritables intentions. Il a toujours su que Korra était un ancien commandant recherché dont la tête serait bien payée. Alors il l'a utilisé pour rassembler un groupe de guerriers légendaires recherchés pour les remettre à l'Empire en échange d'une récompense. Bientôt, Noble arrive avec ses hommes et prend l'arme de Korra tandis que Kai pousse Gunnar derrière elle, expliquant qu'il n'est qu'un fermier et qu'ils le laisseront partir s'il tue Korra. Gunnar fait semblant d'être sur le point de lui tirer dessus, mais à la dernière seconde, il la libère et se retourne pour tirer sur Kai à la place. Korra saute immédiatement sur un garde et le renverse pour lui voler son arme, puis elle court se cacher alors que les hommes de Noble ouvrent le feu. Elle fait de son mieux pour riposter et fait exploser une boîte qui provoque une énorme explosion, repoussant tous ses ennemis. Gunnar profite de l'occasion pour libérer tous les autres guerriers et bientôt Némésie taillade les gens avec ses lames. Darian pousse un soldat hors du pont et ordonne à ses hommes de rassembler les quelques navires qui ont réussi à survivre à l'attaque. Alors que la bataille fait rage, Tarka, Titus et Gunnar parviennent à s'emparer de quelques armes et à offrir une couverture à Némésie alors qu'elle continue de se frayer un chemin à coups de couteau. À ce moment-là, Noble ordonne à son vaisseau spatial caché de sortir, et celui-ci ouvre immédiatement le feu sur les vaisseaux rebelles. Désespéré de sauver ses hommes, Darian attrape une barre de métal et l'utilise pour battre les soldats alors qu'il monte le pont pour ensuite sauter sur le navire ennemi. Malheureusement, il ne parvient pas à poignarder le pilote, qui esquive la barre et tire sur Darian. Cependant, Darian essaie à nouveau et parvient cette fois à tuer l'ennemi pour arrêter l'attaque, mais il meurt également dans le processus. Son corps tombe sur les commandes, provoquant la chute lente du navire vers le pont. Furieuse, Korra quitte sa cachette et traverse le pont, tirant sur des soldats au hasard alors qu'elle se dirige vers Noble.
À ce moment-là, le navire tombe et détruit la majeure partie du pont, mais Noble parvient à se sauver en atterrissant sur une plateforme flottante. Soudain, Korra apparaît derrière lui et un combat au corps. À corps commence, Korra et Noble lançant des coups de poing sans pitié. Après avoir échangé un bon nombre de coups, Noble frappe Korra hors de la plateforme, et elle parvient à s'accrocher à une corde à la dernière seconde. Lorsque Noble déconnecte la corde, Korra s'accroche avec sa main puis utilise la corde comme un fouet pour faire tomber Noble avant de remonter. Le combat continue et Korra utilise la corde pour bloquer la canne de Noble, la brisant finalement et utilisant un petit morceau pour le poignarder dans la jambe. Noble essaie de continuer à se battre mais il est maintenant faible, alors Korra lui casse le bras et utilise la canne pour le poignarder dans la poitrine avant de le pousser hors de la plateforme. Par la suite, Tarak utilise plus de cordes pour tirer la plateforme jusqu'au pont et sauver Korra. Le reste de l'équipe a survécu et ils partent ensemble pour retourner à Velt, où ils se préparent à défendre la communauté agricole à l'avenir. À proximité, Jimmy les observe tout en portant une curieuse couronne. Pendant ce temps, les troupes ennemies récupèrent le corps de Noble, mais au lieu de le soigner, elles ouvrent son corps pour le connecter au Neurolink, révélant qu'il est un cyborg. Alors que l'eau entoure son corps, l'esprit de Noble apparaît devant Balisarius, qui réprimande Noble pour son échec alors qu'il continue de frapper la glace sous eux avec sa canne. Balisarius ordonne à Noble de capturer Korra vivante pour pouvoir la tuer lui-même, puis il finit de briser la glace pour renvoyer la conscience de Noble dans son corps. Les médecins ne détectent aucune activité cérébrale, ils doivent donc lui administrer une injection extra forte pour le réanimer, le faisant hurler jusqu'à ce qu'il se réveille.